Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce vendredi présidentiel 2018, 2 semaines pour convaincre. La campagne électorale s'ouvre demain pour les 9 candidats. Principal enjeu, le fauteuil de président de la République du Cameroun. Veille de campagne à Yaoundé et dans les régions, dans ce journal. Paix au Cameroun, le sermon sur les 7 collines. Une prière interreligieuse dite ce jour à Yaoundé à l'occasion de la 31e journée internationale de la paix. Le message des hommes d'église dans le cours de cette édition. Marché public, l'allègement des procédures paye. Plus de 600 milliards de francs CFA économisés par l'État en 6 ans grâce aux réformes réduisant la corruption et les détournements. Les éclairages d'Abbas Sadou, ministre chargé des marchés publics, invité du 20h30. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Entretien à suivre dans quelques instants. Voilà pour les titres. Commençons par quelques pages de littérature politique. Les septennats du président et Paul Biya, les grandes réalisations, ce sont les titres d'un livre coffret que vient de commettre Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce vendredi à Yaoundé en présence de plusieurs membres du gouvernement et de hautes personnalités de la présidence de la République. Le compte rendu de Joseph Temaumba. En ce moment où le Cameroun vit un tournant décisif et délicat de son histoire, avec l'élection du président de la République le 7 octobre 2018, c'est un parterre impressionnant de personnalités qui convergent vers le Yaoundé Hilton Hotel pour la cérémonie de dédicace du livre coffret d'Oswald Baboké, écrit en 2 tomes. Les septennats du président pour le tome 1, puis Paul Biya, les grandes réalisations pour le tome 2. Pour disséquer l'ouvrage, l'auteur lui-même, Oswald Baboké, qui dit s'acquitter d'une dette morale, filiale et affective vis-à-vis du chef d'État et de son épouse, Madame Chantal Biya. Les deux constituent sa muse inspiratrice sur le plan littéraire, autant qu'une muse d'inspiration divine, née en 2013 après la publication du livre encyclopédique La lettre de la réunification. Dans une note de lecture particulièrement imagée, le professeur Jacques Famdongo analyse la démarche de l'auteur, s'appuyant sur une originalité binaire savoureusement ambivalente. Ici, l'on étale le raffinement et l'onctuosité comportementale du président Paul Biya avec une plus-value stylistique qu'apporte la préface de Samuel Vondoayolo, ministre directeur du cabinet civil. Maître Acham Concilia, épouse Onambélé, montre l'apport bonifiant de l'œuvre humanitaire de Madame Chantal Biya. Sa passion pour l'humanitaire prend source dans une générosité et une charité sans limite. Connu pour sa verve et son verbe, professeur Mathias Erico Wonangini lit entre les lignes la portée politique du livre coffret. Il convie l'assistance à lire l'ouvrage pour se faire une meilleure connaissance de l'histoire du Cameroun. Dernier intervenant, Niba Fonto, jeune étudiant doctorant. Comme les autres panélistes, il remarque avec l'auteur la mystique du chiffre 7 dans la photographie de la vie du président Paul Biya que propose le livre. Cet ouvrage est une véritable bible de l'action multidimensionnelle du président Paul Biya. À la fin de la cérémonie, l'auteur Oswald Baboké va procéder à la dédicace de quelques ouvrages, convaincu qu'il est que dans le contexte actuel, Paul Biya est l'homme de la situation. Et pour de nombreux chercheurs et universitaires présents à la cérémonie de dédicace, l'ouvrage d'Oswald Baboké apparaît comme une contribution scientifique de qualité pour la compréhension de la vie et l'œuvre de Paul Biya. Voici quelques-unes de leurs réactions rassemblées par William Badier. Animés d'une curiosité scientifique, les nombreux universitaires et chercheurs présents à cette cérémonie de dédicace sont unanimes sur la portée pédagogique et même historique du livre coffret intitulé Paul Biya, les grandes réalisations. En tant que chercheur, cet ouvrage pour moi c'est véritablement un nectar biographique qui va résister au temps, ma foi, parce qu'il décrit véritablement l'homme, son œuvre, les réalisations dans tous les secteurs. Le style c'est l'homme, disait Buffon, et celui de l'auteur Oswald Baboké se résume en un projet éditorial qui fait parler l'image. La jeunesse apprécie à sa juste valeur l'ouvrage qui retrace les actes, les faits et gestes de l'histoire contemporaine du Cameroun. Une véritable encyclopédie qui nous permet de retracer à la fois l'histoire personnelle du président de la République. L'ouvrage de 640 pages retrace la vie et l'œuvre de Paul Biya. Selon le professeur Jacques Famdongo, il est à ce jour l'ouvrage le plus volumineux publié sur le chef de l'État, son Excellence Paul Biya.
Allons à Fumban où une centaine de familles désormais sans abri ont reçu le réconfort du couple présidentiel. Leurs domiciles ont été dévastés à la suite d'une série de glissements de terrain survenus il y a 2 semaines. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, s'est rendu dans le Noun pour apporter aux sinistrés le soutien du chef de l'État. Le reportage à Fumban de notre envoyé spécial, Oswald Medon. 3 jours d'un long et lent cauchemar, c'est ce qu'ont vécu les 3, 4 et 5 septembre dernier les habitants du quartier Ndjitout, en plein cœur de Fumban. Impuissants, ils ont assisté à l'anéantissement d'une partie de leurs biens, de tous leurs biens pour certains. La faute à un gigantesque mouvement de terre qui a emporté une vingtaine d'habitations. Un sinistre qui a suscité la manifestation de la fibre sensible du couple présidentiel. Je suis venu remettre aux sinistrés les dons du couple présidentiel. Et le chef de l'État m'a chargé de leur transmettre le message de réconfort. Vous savez, ils ont été lourdement sinistrés à la suite des éboulements et de l'affaissement des terres. Vous avez vu vous-même l'ampleur des dégâts. Et à chaque fois que les Camerounais sont sinistrés, le chef de l'État réagit promptement. Et les rapports seront faits, nous allons soumettre ces rapports à la haute hiérarchie. Et je suis sûr que le chef de l'État donnera promptement des instructions, hautes instructions au gouvernement de voir ce qui a lieu de fait. Le message de réconfort touche au plus haut point les sinistrés, devenus du jour au lendemain sans abri sur leur terre, tout autant que le don multiforme qui l'accompagne. Leur reconnaissance n'est pas feinte. Il a entendu cette catastrophe et ne nous a pas laissé. Il a d'abord envoyé ses représentants locaux venir nous rendre visite et voir la réalité du terrain. Et il envoie ensuite le ministre et puis les paquets que vous voyez dessus là. Nous le remercions beaucoup. Mais au-delà de l'aide que ce geste apporte, c'est la preuve de ce que les pouvoirs publics ne sont pas restés indifférents face à leur détresse, surtout que leur relocalisation est déjà pensée. D'ailleurs, la protection civile est à l'œuvre sur le terrain depuis le triste événement. Il faut aujourd'hui panser les plaies de la tragédie. D'autres populations bénéficient également du concours du chef de l'État à travers le pays, mais cette fois pour l'assainissement de 14 municipalités. Elles viennent de se voir octroyer un financement spécial pour l'enlèvement des ordures ménagères. À Sambélima, dans la région du Sud, l'appui spécial du chef de l'État de l'ordre de 30 millions de francs CFA est, pour le maire André Noël Essiane, une marque de confiance à la commune et un élément d'appoint à l'emploi des jeunes. Séverin Legambeli. La ville de Sambélima est depuis 4 ans engagée dans une vaste opération visant à rendre l'environnement sain et propre. L'opération d'assainissement ponctuel, lancée ce vendredi, vient en appui au projet dénommé IMO, haute intensité de main-d'œuvre localement expérimentée. Il s'agit justement d'un certain nombre de jeunes qui ont été recrutés il y a 4 ans et qui sont connus dans le fichier de la commune pour mener à bien les opérations sur les approches à haute intensité de main-d'œuvre, baptisées IMO. Et cette fois-ci, c'est une séance assez particulière où le chef de l'État a décidé de façon urgente et de façon exceptionnelle de désigner 14 villes parmi Sambélima pour mener des opérations de propreté dans la ville. Pour la conduite des activités, 75 jeunes ont été recrutés. Ils vont travailler pendant 30 jours pour recevoir chacun à la fin une somme de 150 000 francs CFA. 150 000 va me servir à payer l'école des enfants comme c'est pendant les rentrées, à résoudre beaucoup de problèmes. J'exprime vraiment un sentiment de fierté par rapport à ce que le chef de l'État nous fait pour pouvoir aider notre ville dans le sens de la propreté. Pour le maire de la ville, André Noël Essiane, appuyé en cela par le préfet du Djaïlobo, l'appui spécial du président de la République est un acte politique hautement symbolique. Qui dit propreté, il me semble qu'il y a le désherbage, il y a le curage des caniveaux, il y a un certain nombre de choses, des vieilles voitures et des carcasses de motos et tout ça qu'on peut trouver ici et là. Ici comme ailleurs, il ne s'agit pas simplement de la propreté dans la ville, mais de l'occupation des jeunes en leur donnant les moyens de s'épanouir et de se prendre en charge. Aujourd'hui se célèbre la 31e journée internationale de la paix sous le thème « Droit à la paix » 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'association Trauma Center en a profité pour dire non aux violences et à la guerre. Les hommes de Dieu de toutes les obédiences religieuses ont prié pour le maintien de la paix au Cameroun. Laurence Okalia.
La paix n'est pas juste une absence de guerre, mais aussi un symbole d'équité, de justice et de développement. Aujourd'hui, si le monde célèbre cette 31e journée internationale, le Cameroun lève la main pour répondre présent à l'appel de la paix. L'association Trauma Centre, appuyée par le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, s'est réunie autour de la flamme de la paix à Yaoundé pour échanger sur le thème de l'année, le droit à la paix, 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un cri que moi-même j'aimais. Est-ce que les enfants de ces pays ne pouvaient pas se rassembler pour parler en dialogue pour la paix? Dans son message, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies appelle à un cessez-le-feu de 24 heures à travers le monde. Le Trauma Centre, œuvrant pour la réhabilitation des personnes victimes de violences, s'est voulu ambassadeur de ce plaidoyer. Ce qu'on demande, c'est qu'il n'y aura plus des armes, pas de violence, pas des assauts et tout. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se concerte, que la paix règne. Malgré les tensions dans le nord, l'est, le nord-ouest et le sud-ouest, le Cameroun demeure un pays de paix et jaloux de sa paix. En cette journée où la communauté internationale commémore la paix, le Conseil des églises protestantes du Cameroun est pour une synergie des actions des religieux et des organisations de la société civile pour le droit à la paix au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Pour faire entendre leur voix, une cérémonie s'est tenue ce vendredi matin dans la salle polyvalente du Conseil des églises protestantes du Cameroun à Yaoundé. Inès Magoum, reportage. Voici le visage de la paix, un état de calme et de tranquillité. Ici, on partage tout. Un bout de pain, mais surtout des idées pour établir la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Pour le Conseil des églises protestantes du Cameroun, la solution viendra d'une synergie des actions religieuses et des organisations de la société civile. Jésus n'a-t-il pas dit d'aimer son prochain comme soi-même? Alors si je veux le bien de mon prochain, il s'agit pour moi de faire tout ce qui serait bon pour qu'il se sente également à l'aise dans son pays. Nous voulons que tous les Camerounais sachent qu'il y a des dispositions juridiques et légales lorsqu'il y a des situations qui arrivent comme voie de recours. Poussés par le pouvoir d'action, les prises de parole ici sont spontanées. Près d'une heure d'échange où chaque entité a pu exprimer sa vision de la paix. Une journée comme celle-ci représente pour moi le symbole de tout le combat que nous faisons depuis. Nous voulons que dans la fraternité, dans la convivialité, que tout se passe bien pour notre pays. C'est un appel au respect de la vie qui est sacrée, au respect, n'est-ce pas, du droit à l'éducation. Des efforts qu'ils entendent harmoniser pour plus d'efficacité sur tous les fronts du triangle national, car tous, nous avons droit à la paix. Le dossier de ce journal nous amène dans l'univers des marchés publics. Depuis 2011, le gouvernement a engagé des réformes pour alléger les procédures d'attribution et réduire la corruption et les détournements qui font si mal aux caisses de l'État. Regard sur la modernisation du système des marchés publics, Eugène Bey. Le secteur des marchés publics a été marqué ces dernières années par deux réformes significatives au Cameroun. Celle de 2011 qui a concerné tout le secteur et la réforme de 2017 pour les seules entreprises publiques. Dans un cas comme dans l'autre, les domaines touchés ont été l'attribution des marchés publics, l'exécution de ces marchés, le contrôle et la régulation. L'observation rigoureuse des procédures et règles édictées a permis à l'État d'avoir un gain de 500 milliards de francs CFA entre 2011 et 2016. Le souci du chef de ce département ministériel de toujours parfaire le système étant resté constant, une grande révolution a été introduite en 2017. L'attribution des marchés en ligne à travers le système e-Coleps.
Officiellement mis en œuvre en janvier 2018, ce système en ligne a permis d'éradiquer la corruption ou du moins de réduire substantiellement son impact, d'accroître la transparence, de réduire les lenteurs administratives et de ramener les contacts humains, sources de corruption, à leur plus simple expression. Toutes ces batteries de mesures ont contribué à donner une plus grande lisibilité au secteur des marchés publics au Cameroun aujourd'hui. 90% des contrats ont été dûment exécutés depuis 2015. La gouvernance s'est accrue dans ce secteur où la corruption avait des racines profondes. Mais le chemin à parcourir reste encore long. Le chemin reste encore long et pour être tout à fait complet avec les éléments que vous venez de suivre, j'accueille maintenant l'invité du 20h30, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Abba Sadou. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. Nous parlons avec vous ce soir d'un sujet qui fâche, mais dont vous traitez tous les jours, on va dire sans état d'âme, les marchés publics. Tout à fait. D'abord, qu'est-ce que la réforme de la réglementation a fondamentalement changé, surtout dans l'attribution et l'exécution des marchés publics? Bien, merci de me donner l'occasion de parler des marchés publics, notamment à l'occasion de la réforme que le chef de l'État vient à nouveau d'impulser dans ce secteur. Il faut bien préciser que les marchés publics sont un domaine sensible parce que c'est à travers cet outil des marchés publics que l'État réalise les investissements, fait des acquisitions, des biens et services pour assurer la promotion du développement. Et la sensibilité de ce secteur fait en sorte que, dans le cadre de l'accompagnement de ces réalisations, eh bien, le souci de la célérité, le souci du bon choix des prestataires, les meilleurs prestataires techniques possibles, les meilleurs coûts possibles et la réalisation dans les meilleurs délais possibles, c'est les principaux enjeux du secteur de marché public. C'est ce qui explique la succession des réformes qui se suivent pour rechercher à chaque fois le dispositif institutionnel et réglementaire le plus approprié pour pouvoir accompagner ces acquisitions de biens et services qui permettent à l'État d'impulser le développement et améliorer les conditions de vie des populations. Et ce dispositif actuel, il est efficace? Il est efficace, il est toujours à performer, il est toujours à améliorer. Eh bien, voyez-vous, en 14 ans, nous dirions, en 2004, nous avions un code. En 2011, le chef de l'État a impulsé une réforme dont vous parlez du bilan tantôt. Et aujourd'hui, depuis le 20 juin 2018, un nouveau code est mis en place. Ce nouveau code est toujours à la recherche de l'amélioration, notamment de la célérité. Désormais, pour parler de la nouvelle architecture de ce code-là, eh bien, tous les maîtres d'ouvrage, désormais, passent leur marché, prépare le dossier d'appel d'offres, lance les appels d'offres, attribue les marchés et signe ces marchés-là. C'est dans le souci d'aller vite toujours, dans le souci d'éviter notamment des transmissions de dossiers. Cela participe donc de la recherche de la performance-là. Et dans cette recherche de performance, des délais de procédure ont également été réduits dans le cadre de la réforme qui vient d'être consacré par le nouveau code. Quelques étapes de procédure, notamment désormais, il n'est plus nécessaire qu'un projet de marché soit soumis à l'avis d'une commission de passation de marché. C'est tellement également partie de ce souci d'avoir toujours un système plus performant. Globalement, s'agissant de l'architecture, la nouvelle architecture, nous disions que tous les marchés publics sont passés sans seuil, sauf qu'à partir d'un certain niveau, 5 milliards pour les routes, 1 milliard pour les infrastructures, les autres infrastructures, 500 millions pour les bâtiments, travaux, équipements collectifs, 250 millions pour les approvisionnements généraux, 100 millions pour les prestations intellectuelles. Ces seuils sont soumis néanmoins à le contrôle a posteriori des commissions centrales, le contrôle de passation des marchés. Nous dirons également que dans cette recherche d'efficacité renforcée, eh bien, la nouvelle réforme institue des services internes de gestion administrative des marchés publics. C'est extrêmement important. Parlant du nouveau code, Monsieur le ministre, oui. C'est un code, on va dire, qui recherche aussi l'amélioration de la gouvernance, mais en sortant de son champ d'application, les travaux en totale régie, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à la corruption? La régie est encadrée,
Mais je voudrais revenir sur la question de la gouvernance dont vous avez parlé. La préoccupation de l'amélioration de la gouvernance dans le système des marchés publics est une constance pour le chef de l'État. Et nous nous retrouvons dans le décret qu'il vient de signer qui consacre le nouveau code des marchés publics. Eh bien, la recherche de la gouvernance est un mot-clé parce que par le passé, le code d'où nous sortons, le code de 2004, avait 3 principes de base qui gouvernent les marchés publics, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, l'égal traitement des candidats et la transparence des procédures. Mais dès son article 2 du décret du chef de l'État signé le 30 juin dernier, eh bien, 2 valeurs cardinales viennent de s'ajouter, à savoir l'efficience. Vous savez la nuance entre l'efficacité et l'efficience. Retrouver la meilleure performance, le meilleur résultat avec les moindres moyens. Voilà l'efficience. Alors l'efficience devient une exigence désormais du nouveau système de marché public. Et à côté de l'efficience, il y a également la préoccupation liée à la gouvernance. Cette préoccupation est très forte. Oui, monsieur le ministre. Cette préoccupation est très forte dans la mesure où désormais, il est listé dans le code de marché public un ensemble d'infractions qui constituent désormais des causes d'exclusion du système de marché public qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Autrement dit, toute personne qui intervient dans le domaine de la passation, dans le domaine du contrôle, dans le domaine de l'exécution ou même de régulation des marchés publics, qui viendrait être convaincu de corruption, de délit d'initié, de complicité, de manœuvres frauduleuses ou de pratiques collusoires ou obstructives, eh bien pour toutes ces raisons-là, les acteurs concernés peuvent être exclus de la commande publique pendant 2 ans, voire au-delà. Alors c'est pour dire à quel point la préoccupation de gouvernance est au cœur du nouveau système de marché public qui va être consacré par le décret du chef de l'État signé le 30 juin 2018. Pour parler de la gouvernance, entre autres innovations de ce nouveau code, il y a également dans ce nouveau code une préoccupation forte en matière de promotion, de renforcement de la promotion des PME, dans ce sens que les maîtres d'ouvrage peuvent désormais ont la possibilité d'exiger de manière systématique la sous-traitance dans les appels d'offres qu'ils lancent en faveur des PME nationales, pourvu que dans ce DAO, il soit prévu les travaux qui feront l'objet, n'est-ce pas, de la sous-traitance par des entreprises, les PME nationales. Monsieur le ministre, je reviens à vous dans un instant. Le temps de prendre ces nouvelles de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen, dont les travaux avancent visiblement. Le taux d'exécution est estimé à 70%. Et vous-même, monsieur le ministre, vous avez été sur le terrain cette semaine pour le constater. Et nous allons regarder cela avec ce reportage de CIA TV Centre, signé Awa Issa. De 40 km parcourus par le patron des marchés publics tient la route sur cette première phase de l'autoroute de 60 km qui relie la ville de Douala à celle de Yaoundé. L'on roule sur 40 km du bitume et à ce jour, 70% des travaux à exécuter sont réalisés. Cet important projet est en cours d'exécution depuis 4 ans. Les efforts sont réels, mais ce n'est pas à dire qu'il faut s'auto-satisfaire comme cela. Les efforts doivent se poursuivre. Je dis que dans l'idéal... Cependant, la vitesse des travaux tourne au ralenti à cause de l'éternel problème de libération des emprises, un obstacle qui freine la réception de l'ouvrage prévu pourtant en octobre 2018. Les efforts doivent être faits, même par les populations elles-mêmes, pour comprendre que le projet leur bénéficie, leur rapporte aussi une plus-value et que tous les acteurs contribuent à faciliter le principal obstacle qui est celui de la libération du site. Financée à hauteur de 284 milliards de francs CFA, l'autoroute Yaoundé-Douala est une grande réalisation du chef de l'État qui vise à terme à faciliter la mobilité interurbaine entre Yaoundé et Douala. C'est pour cette raison que le ministre des Marchés publics a demandé à toutes les parties prenantes de mettre la main sur l'accélérateur afin que le rêve des Camerounais se réalise. Monsieur le ministre, parmi les rêves dont parle Awa Issa, il y a cette dématérialisation qui permet on va dire, aux opérateurs économiques de ne pas être directement au contact des ordonnateurs.
cette dématérialisation dans laquelle vous vous êtes lancé, peut-elle prospérer dans un environnement où le chef de l'État décrit régulièrement la corruption de l'administration? Où en êtes-vous avec la dématérialisation? Merci de cette importante question. C'est effectivement lui encore, le chef de l'État, son excellence président Paul Biya, qui a accordé la mise en place de ce projet, cet important projet qui est en cours de mise en œuvre en partenariat avec la République de Corée du Sud, qui est, on dira, le champion au plan mondial du système de marché public dématérialisé. Et bien sûr, l'accord dont le chef de l'État, ce projet est en cours de mise en œuvre. Il a 2 phases. Il a commencé en 2013. La première phase est aujourd'hui finie. Elle a consisté en l'installation des équipements techniques nécessaires. Elle a consisté en la formation, et c'est une formation très élargie, d'abord au niveau du ministère même, ensuite au niveau des départements ministériels, je disais au niveau du ministère du marché public, au niveau des autres départements ministériels, au niveau des régions. C'est un système global. Ce système, il est en sa première phase est achevé dans ce sens que désormais les appels d'offres les avis d'appel d'offres peuvent être lancés en ligne. Les soumissionnaires peuvent télécharger, n'est-ce pas, les offres, les dossiers d'appel d'offres et même soumissionner en ligne. Dans cette première phase, cela est déjà obtenu. Dans le cadre de cette première phase toujours, nous sommes en train d'expérimenter le dépouillement des offres en ligne. Un certain nombre d'administrations ont été choisies, notamment le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le ministère de la Santé, le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Ces ministères sont choisis en raison du volume des marchés qu'ils passent. Les collectivités territoriales décentralisées, communauté urbaine de Yaoundé et de Douala, les projets comme Pamoka, eh bien, toutes ces administrations ont été choisies pour expérimenter le dépouillement des marchés en ligne. Le process est déjà à ce niveau-là. Et la formation, comme je le disais, elle s'est étendue sur 6 régions sur les 10. Les 4 autres régions sont en cours de formation aujourd'hui. Les acteurs périphériques comme les banques, comme la CNPS, comme les services judiciaires, eh bien, toutes ces administrations qui concourent par les pièces qu'elles produisent dans le cadre des prestations des marchés publics, et bien ces administrations, elles sont également formées. C'est pour dire que le projet avance bien, à telle enseigne d'ailleurs que satisfait de part et d'autre, aussi bien de la part de partenaires coréens que de l'État du Cameroun, eh bien la deuxième phase qui va consister en la passation en ligne de manière intégrale. Cette deuxième phase, elle est en perspective. Et c'est elle qui est la plus attendue. Elle est la plus attendue. Elle a un financement accordé par le parti toujours à hauteur de 3 milliards. Nous attendons dans les jours qui suivent l'habilitation de la très haute hiérarchie pour que le Memorandum of Understanding, le MOU, soit signé entre les deux États afin que ce don de 3 milliards permette de passer à la deuxième phase qui sera une phase critique, c'est-à-dire que tout le process sera entièrement informatisé et que, vous parlez de la corruption, c'est l'antidote total de la corruption. Elle sera réduite à des proportions absolument minimisées, alors, sinon totalement éradiquées. Alors dites-moi, monsieur le ministre, de vous en moi, toutes ces réformes-là, oui, avec toutes ces réformes, jusqu'où compte aller l'État, jusqu'au point d'avoir à passer un marché en 24 heures comme en Corée du Sud, comme vous le disiez, ou alors jusqu'à atteindre l'objectif de 0 corruption dans les marchés publics? Eh bien, l'effort de l'État, l'effort du gouvernement, l'impulsion du chef de l'État se poursuivent. Nous, je venais de décliner des dispositifs absolument nouveaux. C'est-à-dire, j'ai énuméré le phénomène de corruption, de conflit d'intérêts, de pratiques collusoires, de manœuvres frauduleuses, de conflits d'intérêts. Tout cela est désormais érigé en cause d'éviction du système des marchés publics, de tout acteur qui est impliqué dans la passation des marchés, que ce soit à la phase de la passation, du contrôle, de l'exécution et même de la régulation. Toutes ces personnes qui viendraient à être convaincues de ces infractions sont susceptibles d'être sanctionnées, exclues pour 2 ans, voire pour davantage. Et nous sommes très vigilants, déjà dans le nouveau code, de mettre en œuvre ce que le chef de l'État a prescrit, parce que le décret, il est de lui, et la mise en œuvre se fera absolument froidement, comme vous le disiez tantôt. Et à côté de ce dispositif normatif, nous avons également le dispositif technique, l'outil informatique.
nous disons que nous allons à la deuxième phase pour que le processus de passation soit entièrement informatisé. Mais nous avons une difficulté, c'est la lenteur de l'appropriation technique ou technologique de ce processus. Nous avons un niveau d'équipement insuffisant au niveau des différents ministères. Il y a également, vous savez, la réforme, quand elle est de cette nature-là, parfois il y a aussi des phénomènes de résistance. Mais il y a le toujours des résistances est si à la important, réforme. son impact est si essentiel dans la volonté du chef de l'État de renforcer la gouvernance dans le secteur des marchés publics. Voyez-vous, quand nous parlions tantôt de 500-600 milliards d'économies budgétaires en 6 ans, c'est parce que le renforcement de la transparence et de l'objectivité dans le processus d'attribution de marché a été optimisé. C'est pour cela que nous avons ces résultats-là. Et aussi bien dans la passation que dans le contrôle. En tout cas, Monsieur le ministre, malgré ces résistances auxquelles vous faites allusion, nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de chance dans l'application de toutes ces réformes qui vont faire du bien au marché public au Cameroun. Abba Sadou, ministre délégué à la présidence de la République, chargé des marchés publics, merci d'être venu répondre en direct du 20h30. Merci beaucoup. Dans le feuilleton ce soir, l'épisode de l'Union démocratique du peuple camerounais, l'Union démocratique du Cameroun, très précisément, le candidat Adamou Ndamdioya s'est entouré de cadres pluridisciplinaires dans l'élaboration de la profession de foi et l'organisation des activités de persuasion des électeurs. Allons à la découverte des hommes du candidat de l'UDC au quotidien, en compagnie de Séverin Legambélé. Au siège de l'Union démocratique du Cameroun à Yaoundé, depuis la convocation du corps électoral, les réunions avec l'équipe de coordination de la campagne se multiplient. La répartition des tâches est assez équilibrée entre les principaux acteurs. On est sur le terrain pour sensibiliser les militants parce que cette année, le changement doit se faire avec l'Union démocratique du Cameroun. Puisqu'on ne connaît pas encore le nombre de scrutateurs, on se prépare comme ça depuis 2 semaines pour attendre l'échéance. Ici, on s'occupe des aspects matériels de l'élection, mais aussi des idées à vendre. Il y a cela 1 semaine, l'équipe dirigeante a peaufiné, a revu et corrigé notre profession de foi qui est actuellement à l'impression pour que d'ici samedi, ça puisse sortir rapidement. Les membres du laboratoire d'idées du candidat de l'UDC ont des profils variés. On retrouve là-dedans des juristes et même des spécialistes de la spiritualité de l'âme. À l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes persuadés et convaincus que le pouvoir vient de Dieu. Vous comprenez très bien qu'il serait difficile de séparer la dimension spirituelle de la dimension physique. Tout au plus, il faut que les 2 dimensions soient conjuguées de façon harmonieuse pour permettre une gouvernance dans la plénitude de l'esprit. Mon rôle est de veiller à ce que tout conflit ou tout litige qui naisse sur le terrain lors de la campagne puisse être bien suivi. Mais au cas où ça survient, il faudra que nous nous mettions à l'œuvre pour que les procédures soient déclenchées au fin de la défense de nos intérêts dans les journées. Dans cette arène, les femmes ont un rôle important dans l'administration. Présentement, là, je m'occupe des soucis de nos militants parce qu'il y a une équipe qui s'occupe du matériel de campagne. Je suis simplement là pour recevoir les doléances et y transmettre. Comme les autres parlementaires de l'UDC, le député Patricia Ndamdioya s'occupe de la coordination des mouvements de femmes dans le centre et le sud. On ne perd pas de vue les lendemains du 7 octobre. Nous sommes en matière politique. Tout va dépendre de ce qu'il voudrait faire avec moi. Il peut même ne pas faire de moi un ministre. Je peux continuer à être toujours utile au parti. Je ne dis pas que je ne peux pas l'être. L'entourage du candidat Adamou Ndamdioya compte sur un bon cadrage des villes et villages pour atteindre le palais de l'unité. Et ceci nous permet de parler véritablement des préparatifs de l'élection présidentielle. Les militants du RDPC sont fin prêts pour battre campagne dès demain en faveur de leur candidat Paul Biya. Avec une stratégie peaufinée les mois derniers. Le prochain, toutes les commissions communales et locales des 9 arrondissements viennent de mettre sur pied des stratégies efficaces et les moyens nécessaires pour mettre en déroute les adversaires du RDPC. Sachez que ce sera effectivement une campagne de porte à porte. Les équipes
équipes ont été identifiées, elles sont déjà connues, les moyens viennent d'être débloqués. Nous avons du reste atteint l'incroyable somme de 86 millions qui vont être débloqués en 2 étapes. D'abord le déroulement de la campagne et puis toutes ces opérations importantes à mener la veille et le jour J. Et pour convaincre les potentiels électeurs, le chef de la délégation départementale dévoile le contenu du message à véhiculer. C'est l'extraordinaire bilan du candidat du RDPC dans ce département et dans tout le pays, avec des grands projets comme le plan d'urgence triennale pour l'accélération de la croissance. Avec la CAN qui arrive, les chantiers sortent dans tout le pays. Tous les militants, les personnes de bonne volonté doivent aller vers celui qui apporte ces choses. Côté des militants, le langage de la victoire est sur toutes les lèvres. Nous allons voter massivement, les jeunes, les vieilles. Nous soutenons tout le département de l'Océan soutient le président à 100% le 7 octobre 2018. Au sortir de la maison du parti RDPC de Kribi, les filles et fils de l'Océan tracent déjà le chemin de la victoire à leur champion. La région de l'Adamawa est également en ordre de bataille contre les malfrats. En cette veille de lancement de la campagne électorale, une réunion spéciale sur la situation sécuritaire de la région vient de se tenir à Belel sous la présidence du gouverneur en vue de rassurer les populations apeurées par les actes de vandalisme. La correspondance d'Alvire Baongandier de CRTV Adamawa. La ville de Ngaoundéré respire déjà un air de campagne électorale. Le sujet est au centre des conversations et dans les différents partis politiques, on n'attend plus que le lancement. Nous sommes impatients que la campagne puisse commencer, puisque le 22 septembre, c'est demain. Nous nous sommes apprêtés sur l'étendue du territoire. Du côté du Social Democratic Front, toutes les dispositions techniques sont prises pour déblayer le chemin de leur candidat Joshua Ossi en lice pour cette élection présidentielle. Nous sommes prêts, nous sommes sereins, nous avions tout apprêté pour aller en campagne et aller pour gagner. À l'agence régionale Elections Cameroun, tout est fin prêt et en matière d'affichage, les maires sont chargés de la mise en application de la réglementation en la matière. Par décision, monsieur le directeur général des élections a fixé les dimensions maximales des affiches de campagne, donc qui sont de 600 x 400 cm à respecter par tous les candidats. Les maires ont donc cette obligation légale de préparer des emplacements pour les affiches de campagne pour chaque candidat. Dans les 5 départements que compte la région de l'Adamawa, c'est le branle-bas dans les états-majors des partis politiques. La campagne électorale pour cette présidentielle s'annonce donc très colorée de ce côté. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué en provenance de la Direction générale des élections Elections Cameroun, dans le cadre de l'organisation matérielle de l'élection du président de la République du 7 octobre 2018, le directeur général des élections tient à apporter à l'opinion publique nationale en général, aux acteurs du processus électoral en particulier, ainsi qu'aux observateurs électoraux, les précisions et clarifications ci-après. Tous les citoyens camerounais régulièrement inscrits dans le fichier électoral ont été affectés dans un bureau de vote conformément aux dispositions du code électoral. La liste de tous les bureaux de vote qui seront ouverts aux électeurs dans chaque commune le 7 octobre prochain sera publiée au moins 8 jours avant. L'organisation des 10 bureaux de vote est la même sur l'ensemble du territoire national qui du reste constitue l'unique circonscription électorale. Pour des raisons pratiques et d'efficacité dans le processus de vote des électeurs, l'expression centre de vote renvoie à un regroupement de plusieurs bureaux de vote concentrés dans le même site avec une dénomination précise et ne saurait remplacer le bureau de vote tel que consacré par la loi électorale et qui reste le seul lieu où l'électeur accomplit son vote. Par ailleurs, la délocalisation des bureaux de vote, quant à elle, répond aux exigences de la sécurisation des électeurs, des membres des différentes commissions mixtes électorales et du matériel électoral, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, compte tenu de la situation qui prévaut à chaque bureau de vote conservant la même dénomination et les mêmes électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales.
Enfin, le directeur général des élections informe tous les électeurs régulièrement inscrits que le scrutin débutera dans les mêmes conditions d'organisation sur l'ensemble du territoire national et il compte sur le civisme de tous. C'est signé du directeur général des élections, Éric Essoussé. Le président du Conseil national de la communication, Peter Essoka, a tenu cet après-midi le dernier point de presse avant le début de la campagne électorale. Il a rappelé aux hommes de médias la conduite à tenir. Écoutons Peter Essoka, président du Conseil national de la communication, dans cet extrait sélectionné par Laurence Okalia. Tout ce qui est de nature à fragiliser des idéaux de paix sociale, d'unité et d'intégration nationale, de démocratie et des droits de l'homme est strictement interdit de diffusion. Tout appel direct ou indirect à la sécession est prohibé. Tout message de soutien aux sécessionnistes et au sécessionnisme doit être censuré. Veiller au respect des principes d'égalité ou d'équité, de transparence et d'équilibre dans la couverture de la campagne électorale des différentes partis en compétition. Bafoussam est prête pour la campagne électorale. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour garantir un déroulement sans heurts des activités des candidats, des militants et de tous les curieux. Gadgets et autres outils de propagande sont livrés et disponibles. La sécurité et l'enthousiasme règnent dans les quartiers généraux des partis. Les médias aussi, la CRTV en premier, veille de campagne électorale dans la capitale de la région de l'Ouest. Un reportage de Jean-Didier Coignet. Voici les panneaux publicitaires installés dans les coins et recoins de la ville de Bafoussam qui attendent de recevoir les affiches des candidats en course pour l'élection présidentielle d'octobre 2018. Dans les états-majors de ces partis politiques, c'est dans la sérénité qu'on attend leur hache pour le début de la campagne. Téléphone à l'oreille, on donne des dernières consignes. Nous sommes fin prêts pour la campagne. En termes de gadgets, les bulletins de campagne sont là. Nous sommes déjà en possession de nos tricots, mais malheureusement, nous ne pouvons pas les distribuer avant le lancement officiel de la campagne. Même ambiance de sérénité au sein du RDPC, où des gadgets de campagne sont d'ores déjà disponibles. À date d'aujourd'hui, je suis un président serein. Serein parce qu'on a l'habitude de dire dans le jargon que ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit sa poule. Nous avons nourri notre poule depuis plusieurs années et aujourd'hui où nous la menons sur la place publique, sur le marché, et nous l'avons suffisamment engraissée. Dans cette mouvance, les reporters de la CRTV, station régionale de l'Ouest, doivent jouer leur rôle. Le reporter de la CRTV a pour mission de rendre compte, le directeur général le dit et le répète, de manière exhaustive de la campagne électorale telle qu'elle se déroule, c'est-à-dire l'activité liée à la campagne électorale de tous les candidats. Côté sécurité, les autorités administratives ont pris toutes les mesures pour le bon déroulement de la campagne. Restons à l'Ouest, où des militants du Social Democratic Front étaient face à la presse hier à Bafoussam pour décliner le programme 24 millions de rêves du candidat Joshua Aussi. Un moment d'échange où les militants du SDF ont expliqué leur vision du Cameroun. Le compte rendu de Jean Armstrong Djou de CRTV Ouest. Tout ce que le SDF compte comme haut cadre originaire de la région de l'Ouest était présent dans la salle. Le programme du candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre, Joshua Aussi, intitulé 24 millions de rêves, a été présenté aux hommes de presse. 4 thématiques, la politique, l'économie, le social, le traditionnel et la culture ont permis de feuilleter le contrat proposé au peuple camerounais. Si le sénateur Étienne Sonkin et maître Tiapi Lavoisier ont expliqué pourquoi le Social Democratic
Pacific Front propose le fédéralisme comme forme de l'État. L'honorable Fopossi Fosso, membre du Shadow Cabinet, a exposé sur le projet économique de son candidat. Nous sommes pour une économie libérale mais sociale et une économie régulée. L'État sera le régulateur, l'État va réguler, va fixer les règles, fixer les normes, mais c'est le secteur privé qui sera le maître du secteur productif. Des échanges avec les journalistes sur les sujets tels la fraude électorale, les alliances et la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont refermé une conférence de presse très courue. Militants du RDPC et forces vives de Batyenga dans le département de la Léquié sont prêts à aborder une campagne électorale sans arrogance ni suffisance, mais unis comme un seul homme derrière leur champion, le président Paul Biya, lors du scrutin du 7 octobre prochain. C'est ce qui ressort d'une réunion de mobilisation et de collecte de fonds pour la campagne du candidat du RDPC. Plus de 6 millions de francs CFA ont été levés à cet effet par les populations de la Léquié, venues nombreuses et rassemblées autour de Galax Etoga, digne fils de la localité. Nous écoutons donc cet élément de Galax et Toga dans la Léquié. Peut-être, si l'élément n'est pas prêt, on va passer à une autre actualité, toujours en rapport avec la présidentielle. Les yeux doux du parti Univers à la région du Sud, Muriel Peggy-Liby a présidé une rencontre ce mercredi à Ebolova. En plus de présenter le programme de son parti, la représentante de la formation politique Univers encourage les citoyens à Yaoundé à retirer leur carte d'électeur afin d'accomplir leur devoir. Christian Blondel-Abia, CRTV Sud. C'est au quartier Mbangalio d'Iborne-Fontaine à Ebolova que le parti Univers a fait sa revue des troupes moins d'une semaine avant la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre. Muriel Peggy-Liby, l'épouse du candidat Cabral-Liby, est venue entretenir les militants et sympathisants sur le projet de société du Challenger. Nous voulons non seulement que l'être humain puisse s'épanouir dans son milieu à travers une meilleure rémunération de son travail, nous voulons que les personnes puissent aller à l'hôpital se soigner gratuitement parce qu'ils auront au préalable payé juste une maudite somme. Nous voulons que des personnes puissent aller à l'école. Au-delà, la représentante du candidat est porteuse d'un message de sensibilisation à l'attention des Camerounais. Ceux-ci sont tenus de retirer leur carte d'électeur pour choisir celui qui va diriger leur pays pendant les 7 prochaines années. Retirer sa carte pour avoir accès au bureau de vote, mais il faudra surveiller ce vote pour nous assurer que le résultat dans l'urne sera effectivement celui qui sera annoncé ce jour-là. Le parti Univers entend rassembler plus d'hommes et de femmes dans son combat. Les chefs traditionnels la Léquié s'engagent à répondre favorablement à l'appel de Benoît Ndonsoumet, élite de la localité et membre du comité central du RDPC, les invitant à voter pour Paul Biya le 7 octobre 2018. Les gardiens de la tradition et leur population étaient réunis hier à Konabeng par Okola et Gisèle Ongene s'y trouvait également. Son reportage. Garantie proclamée, les gardiens de la tradition de la Léquié vont battre campagne pour 100% de voix à accorder à Paul Biya le 7 octobre prochain, jour du scrutin présidentiel. Il est de mon devoir en tant qu'élite d'interpeller la conscience des chefs traditionnels qui sont dépositaires de ce pouvoir d'encadrer les masses sociales, de les éclairer pour qu'ils comprennent que la Léquié a fait le choix de soutenir le président Paul Biya. Nous devons poursuivre dans cette direction et de ne pas écouter les sirènes du mensonge qui persiflent beaucoup ces derniers temps. Nous disons au ministre Ndon, les chefs traditionnels vont œuvrer pour que l'élection se passe bien dans chaque village. Le 7, chaque chef de village, dans son bureau de vote, s'assure d'abord que les populations ont retiré leur carte de vote. Cette rencontre RDPC, chef traditionnel très couru par l'élite locale, a vu l'expression d'un réengagement sincère de quelques partis de l'opposition membres du G20. En l'occurrence, Joachim Tabiowono de l'Action pour la méritocratie et l'égalité des chances. Par ailleurs, l'UNDP s'est manifesté à travers Rose Dibon, venue haranguer les foules.
Toujours dans la Léquié, la jeunesse a tenu ce jour à Obala une rencontre de soutien de la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Tous derrière le candidat du RDPC, c'est le message essentiel de ce rassemblement, marqué par la présence d'Henri Eyebe-Aïssi, chef de la délégation permanente du RDPC pour la Léquié. Philippe Roger Sama, de retour d'Obala. Une mobilisation pour rendre témoignage de leur sens d'attachement aux valeurs républicaines et à celui qui les incarne. Les jeunes du département de la Léquié partagent la même vision du Cameroun et se sentent unis par le même destin politique que leurs aînés. Le rassemblement d'Obala leur a donné l'occasion de réitérer leur détermination à œuvrer pour un Cameroun prospère et uni aux côtés du président Paul Biya. C'est le message essentiel de cette rencontre d'Obala, à savoir lui accorder un vote massif à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Nous sommes tous derrière le président Paul Biya. Nous n'avons jamais connu quelqu'un d'autre dans nos vies. Nous sommes des enfants du renouveau et nous allons toujours porter la flamme du renouveau très haute. Le 7 octobre prochain, les jeunes de la Léquié vont plébisciter leur champion. Le chef de la délégation permanente départementale du RDPC, invité spécial à cette journée de mobilisation républicaine des jeunes de la Léquié, a salué leur sens d'engagement patriotique. Le message que je recueille et que je porte a une dimension nationale. Les jeunes de tout le Cameroun ont et doivent avoir la pleine conscience de ce qu'indépendamment des chapelles politiques, nous avons un intérêt commun. Cette rencontre qui a brillé par une forte mobilisation des élites locales, des autorités administratives et traditionnelles, ainsi que des associations de jeunesse, a été close par une marche de soutien à la candidature du président Paul Biya. Et c'est la même tendance à Baham, à l'ouest du pays. Les militants ont déjà fait leur promesse d'un vote à 100% en faveur du candidat du RDPC. Le professeur Luc Sindjoun les a exhortés à retirer leur carte et à voter utile le 7 octobre prochain. Mathieu Diclerc-Tala, CRTV Ouest. Les membres des comités locaux d'animation de la campagne électorale du RDPC dans l'arrondissement de Baham s'apprêtent à se rendre aux urnes le 7 octobre prochain pour plébisciter leur candidat, le président Paul Biya, pour des raisons multiples. Nous souhaitons que le président de la République actuelle, son excellent Paul Biya, soit réélu à une majorité écrasante dans notre département et particulièrement à Baham. Avis partagé par le professeur Luc Sindjoun, conseiller spécial du président de la République et membre du comité central du RDPC, qui exhorte ses frères et sœurs des Hauts-Plateaux à retirer leur carte d'électeur et à voter utile le 7 octobre prochain. Le mot de la campagne dans les Hauts-Plateaux, c'est la confirmation du soutien constant du département des Hauts-Plateaux, de toutes les populations du département des Hauts-Plateaux, à l'endroit du président Paul Biya, qui est la force de l'expérience pour l'avenir du Cameroun, la force de l'expérience pour l'émergence du Cameroun, la force de l'expérience pour la paix, pour le progrès, pour l'unité nationale. Une ambiance festive a bouclé la rencontre de Baham. Toujours en rapport avec la présidentielle 2018, la plateforme de l'Union d'action des confédérations syndicales des travailleurs du Cameroun soutient la candidature du président Paul Biya. Elle a fait une déclaration ce vendredi à Yaoundé et c'était en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona. Le reportage de Luc Perry, Wandi, ou plutôt de Michel Renaud Oanja. La mise en place des cadres de concertation ainsi que des avancées telles la revalorisation des allocations familiales ou encore le relèvement des plafonds des pensions vieillesse sont quelques raisons du soutien de la candidature de Paul Biya par la plateforme de l'Union d'action syndicale des confédérations syndicales des travailleurs du Cameroun. La conférence de presse organisée à ce sujet à l'hôtel Djega de Yaoundé a regroupé outre les syndicalistes mais aussi la presse nationale. L'appel de cette plateforme a été remis à Grégoire Ouona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le président Paul Biya en tant que candidat est un homme pacifique et un homme de paix. Avec le président Paul Biya,
nous avons commencé un certain nombre de réformes qui commencent à aboutir. Donc nous estimons qu'il est le meilleur candidat pour continuer et parachever ces réformes-là. Dans l'appel, vous avez vu, les syndicats ont fait le random des acquis, ce qui n'est pas petit. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons regardé le verre à moitié plein et non à moitié vide, parce que nous sommes dans l'espoir, dans l'espérance. Cet engagement sera d'ailleurs matérialisé par un vote massif du candidat Paul Biya le 7 octobre prochain, comme l'a souligné cette plateforme syndicale. Tout à fait autre chose à présent. EDEA, la Ville Lumière, abrite la première plateforme d'entreprises d'Afrique centrale. Construite il y a 4 ans, la structure accueille ses premiers responsables. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Laurent-Serge Toudingwa, a invité les promus à faire de ce centre un véritable incubateur. Alvin Giselze. Ils sont les pionniers, la toute première équipe dirigeante de la pépinière nationale pilote d'entreprise d'EDEA a pour mission d'accompagner les porteurs de projets, les aider à transformer leurs idées innovantes en entreprises performantes. C'est donc des pionniers qui sont là. Les bâtiments sont construits depuis bientôt 3-4 ans. Il faut qu'ils soient utilisés pour l'objet qui a motivé leur construction. L'agro-industrie, l'agroalimentaire, qui sont des secteurs que le gouvernement a choisis, les infrastructures. Il faudrait que cela ait une installation adéquate ici pour qu'ils puissent bien fonctionner. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'EDEA salue l'arrivée de ces nouveaux responsables. Le coordonnateur de ces structures naissantes a déjà une vision de son fonctionnement. Nous nous informons beaucoup. Nous faisons des recherches sur les pépinières, les incubateurs et puis les centres de formation pour que dans 3 mois, nous puissions commencer à héberger quelques incubés. Cet incubateur d'entreprise traduit la volonté du gouvernement de créer des structures d'encadrement pour l'insertion socio-économique des jeunes. La visite guidée de l'imposante structure située entre 2 grands ports, Douala et Kribi, a mis un terme à cette cérémonie très colorée. Les infrastructures de transport de la capitale roulent à bonne vitesse vers le développement. Constat du ministre des Transports, Ernest Masséna Ngalé-Bibéen, ce jour au terme d'une visite des installations aéroportuaires et ferroviaires de Yaoundé. Elvire Ninangalim pour les détails. Tout va bon train dans le transport au Cameroun, avec une série d'innovations comme ce barrage ferroviaire automatique qui fluidifie la circulation. Dans la vision du chef de l'État, ceci passe par la construction d'un certain nombre d'infrastructures, d'où nous avons pu vérifier ici aujourd'hui la construction des barrages automatiques qui sont des passages à niveau automatique. 6 au total ont été construits au Cameroun, 4 à Yaoundé et 2 à Douala. La modernisation des infrastructures touche aussi les aéroports. Ici, en Simalène, c'est le poste d'accès routier d'inspection de filtrage qui a reçu un coup de neuf. Pour ce qui est des installations aéroportuaires, c'est de s'assurer de la sécurité et de la sûreté. Nous avons pu vérifier l'installation de 3 portiques de filtrage. À notre aéroport de Yaoundé-Simalène, c'est le 3e portique en Afrique, après le Kenya et le Maroc. Ces infrastructures innovantes entrent dans la vision du chef de l'État de faire du rail et de l'aéroportuaire des transports de référence. Des actions qui mettent l'accent pour améliorer le bien-être et la sécurité des usagers. La visite des transports routiers et maritimes ne sont pas en reste. À cet effet, une descente est prévue dans les prochains jours. Le mouvement des innovations est sur le rail avec le ministre des Transports. Centre de réhabilitation des personnels handicapés de Maroua, dans l'extrême nord. Les travaux de construction avancent à bonne vitesse. Ils sont évalués à 70% de taux d'avancement. Un constat que vient de faire le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, accompagnée du gouverneur de la région. Elle a été rassurée que ce projet financé
à hauteur de 3 millions de francs CFA par l'État et l'Italie sera livrée à temps. Aladi Mustafa. Le centre de réhabilitation des personnes handicapées de Maroua est un projet qui vise à assurer l'accessibilité des populations vulnérables des régions septentrionales aux soins de rééducation fonctionnelle. Un projet de 3,250 milliards de francs CFA financé par le Cameroun et l'Italie. Les travaux de construction de ce centre, lancés en 2006, sont en cours. Nous nous situons autour de 110% des travaux. Nous sommes en train de poser les tôles isothermiques de 5 cm d'épaisseur sur la charpente. D'ici l'année prochaine, certainement que les travaux seront déjà à leur terme. D'où la satisfaction de la ministre des Affaires sociales qui a visité le chantier en compagnie du gouverneur de l'extrême nord et des autorités locales. Après cette visite, on peut dire avec satisfaction que nous allons tenir dans les délais. On peut dire que c'est l'une des grandes réalisations du septennat qui s'achève. Nous recommandons un suivi permanent de cet ouvrage. Nous ne voulons pas parler du passé. La ministre des Affaires sociales a aussi visité l'Institut camerounaise de l'enfance qui s'occupe de l'encadrement des enfants vulnérables. Les travaux de construction de l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lompangar seront livrés dans 32 mois. L'assurance est du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, qui procédait hier, jeudi, au lancement des travaux de construction de cette usine. Jean du Nord Kemché, reportage. 2019, le projet de réhabilitation et d'extension du réseau de la station de traitement en eau potable qui a transformé Bertoua en un vaste chantier permettra aux populations de la ville d'avoir un meilleur accès à l'eau potable et d'être approvisionnées en quantité et en qualité. La ville de Bertoua, qui est alimentée en ce moment à hauteur de 30%, pourra bénéficier très bientôt. Je voudrais avancer la date de juin 2019 à pratiquement 80% au moins. Pour le moment, c'est 2200 mètres cubes jour que peut produire la station actuelle et nous allons passer à 7500 mètres cubes jour. Et toutes nos excuses pour l'interruption brusque de cet élément. Nous continuons ce journal. L'administration veut mieux servir les usagers. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, était à Ebolova dans le sud. Il est allé au contact des services publics pour implémenter le concept de fonction publique de proximité visant le resserrement des relations entre l'administration et les citoyens. Catherine Toulouelanga. Aux responsables administratifs, aux délégués régionaux du Sud, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est resté déterminé quant à l'implémentation du concept fonction publique de proximité. Sur place, ce mercredi à Ebolova, quelques cas concrets lui ont permis de repréciser l'intention de la fonction publique à mieux servir les usagers. Comme cette dame fonctionnaire depuis 3 ans sans salaire, les cas sont légion. Les premiers actes concrets avec la promesse de rétablir la situation de cette dame dans les prochains jours ont été enregistrés. Joseph Lé souhaite ainsi briser la glace de l'incompréhension et du désamour qui a longtemps caractérisé les rapports entre l'usager et l'administration publique. Nous n'avons pas le droit de faire attendre les Camerounais doivent être servis avec toute la sincérité nécessaire. Il s'agit, à la suite des hautes prescriptions du chef de l'État, d'une fonction publique résolument au service des Camerounais. Sans les Camerounais, nous ne serions rien, nous n'existerions pas. Alors, nous devons travailler pour leur donner satisfaction. À ce jour, 45 textes et projets ont été élaborés. En ce moment, également le déploiement de l'application CIGIPES est en train d'être achevé dans les délégations régionales. Avant cette rencontre, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a visité les locaux de la délégation régionale du MINFOPRA dans le sud. En attendant.
Et nous revenons sur cet élément qui a été brusquement interrompu il y a un moment. Il s'agit de la visite des travaux de construction de l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lompangar, visite effectuée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba. Regardons cet élément de CRTV, Berthois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Les travaux de construction de l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lompangar sont lancés et vont connaître une accélération afin de tenir les délais contractuels. Le chef de l'État s'y est impliqué et tous les obstacles sont désormais écartés. Le président de la République a autorisé à titre exceptionnel la semaine passée un déblocage de 4 milliards de francs CFA pour procéder au paiement de l'avance de démarrage. Et au même moment, la Banque africaine de développement a également démarré les déblocages à son niveau. Donc, toutes les ressources sont mobilisées pour que ce chantier qu'il soit conduit et qu'il soit livré dans un délai de 32 mois. Le ministre Gaston Elundu Essomba a transmis aux populations de l'Est les remerciements du chef de l'État pour leur patience et son engagement à faire en sorte que dans 32 mois au plus tard, non seulement l'énergie électrique issue de l'usine des pieds soit disponible, mais également que 150 nouveaux villages soient connectés. Pour ce faire, le calendrier de livraison des différents lots de ce marché financé par la BAD et la BDEAC est connu et le directeur général d'Electricity Development Corporation a promis effectuer tous les mois des visites de chantier pour un avènement plus rapide de cette terre où l'énergie électrique sera disponible à l'Est en quantité et en qualité. Et c'était vraiment la bonne cette fois-ci. Les rendez-vous de la CRTV, ce sera vers la fin de ce journal, mais je signale déjà en sport. Il y a 7 ans, le football camerounais s'enrichissait d'un nouvel organe, la Ligue de football professionnel du Cameroun. Quelle est l'évaluation que les principaux acteurs en font du chemin parcouru? Réponse dans ce reportage de Luc Periwandji. Au commencement, ce n'était qu'une course vers l'inconnu. Les plus pessimistes des acteurs du foot n'y voyaient pas moins qu'une aventure ambiguë. 7 ans après, la Ligue de football professionnel du Cameroun a sinon matière à se bomber le torse, du moins un bilan à faire valoir. Il y a eu beaucoup d'avancées sur la maîtrise du calendrier et de la programmation de nos compétitions. Il y a eu des avancées sur l'approche du financement des clubs. L'État doit nous accompagner. Ça, nous remercions l'État. L'État a joué son rôle. Ils avaient fait priorité de la mutation des clubs en société. Mission accomplie pour le général Semengue et ses troupes. Quoique. Il y a eu transformation des activités commerciales en société. Il y a les salaires des joueurs qui sont régulièrement payés. Ce n'est pas important, mais c'est quand même régulier. En 7 ans, la Ligue de football professionnel du Cameroun a incontestablement fait du chemin. Mais il reste à résoudre la difficile équation du financement des clubs, la question lancinante des infrastructures sportives. Et sur ce terrain-là, la construction des stades de la CAN Total Cameroun 2019 est à n'en point douter l'hirondelle qui annonce la venue prochaine d'un printemps certain. À partir du moment où on a des infrastructures, il y aura sûrement le marketing qui va suivre, les recettes de stade qui vont suivre, dont on aura les retombées audiovisuelles à partir des infrastructures. 7 ans après sa création, et bien plus qu'au commencement, la LFPC charrie attentes et espoirs des principaux acteurs du football camerounais. En dehors des problèmes d'infrastructure, il y a les difficultés financières qui avaient plombé déjà l'action de la Ligue nationale de football d'élite que dirigeait le général Pierre Semengue. Depuis sa création en 2011, a toujours du mal à l'activité et c'est l'État qui continue d'actionner le tiroir caisse. Raphaël Nkwa. En émergeant des fonds baptismaux le 25 juillet 2011, à l'initiative conjointe du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football, la Ligue de football professionnel est porteuse d'une grande ambition et à l'objet de grandes attentes. Dans l'immédiat, les championnats professionnels de Ligue 1 et 2 renvoient des chiffres significatifs. Une trentaine de sociétés commerciales à l'objet sportif à constituer, près de 900 joueurs et encadreurs à professionnaliser. C'est ainsi que chaque année,
L'État verse pas moins de 910 millions de francs par an à la Ligue, soit 550 millions au titre des salaires des joueurs et encadreurs et 360 millions pour couvrir les frais de fonctionnement. Prévu pour une durée de 5 ans, cette contribution directe des pouvoirs publics est toujours effective à ce jour. Depuis la loi des finances 2013, la Ligue est exonérée de toute taxe douanière sur l'importation des matériels et équipements sportifs. Des entreprises investissant dans les infrastructures sportives bénéficient d'un abattement fiscal de 50%. Les dons, subventions et actions de sponsoring sont défiscalisés à hauteur de 5% du chiffre d'affaires annuel. Il est question de reddition des comptes des fonds publics gérés par la Ligue de football professionnel et de l'exécution du budget de l'État qui est arrimé à l'année civile. Dans ce contexte, il est impératif que la Ligue améliore son attractivité pour se doter de ressources propres et enfin pouvoir s'émanciper définitivement de la perfusion financière de l'État. Il est également question pour les clubs de se muer en véritable société commerciale dont les structures de recettes ne doivent pas uniquement tenir compte des fonds provenant de la Ligue. En cela, une direction nationale du contrôle de la gestion des clubs ne serait pas un organe de croc. L'ambassadeur du Japon au Cameroun arrive en fin de séjour dans une dizaine de jours. Le diplomate est allé dire au revoir ce jeudi au ministre des Sports, Bidung Pat. Les perspectives de coopération sportive entre les deux pays étaient au menu de l'audience. Évariste Yenga, reportage. Kunio Ukamura a écrit de belles pages de la coopération sportive entre son pays et le Cameroun. L'ambassadeur du Japon, en fin de séjour reçu par le ministre Bidung Pat, vient en tirer les conclusions. Je quitterai définitivement au début du mois d'octobre. Donc avant de partir, je suis venu ici pour dire merci beaucoup et puis au revoir. En plus de l'officialisation de sa cessation d'activité imminente au Cameroun, le diplomate nippon annonce des lendemains qui chantent pour plusieurs sélections nationales du Cameroun en route pour le Japon. Très prochainement, nous allons recevoir les Lions de volleyball féminin au Japon. En 2020, nous organisons 10 Olympiques à Tokyo. Donc à partir de maintenant, on va préparer les Jeux Olympiques ensemble avec ce ministère. Les relations diplomatiques en sport entre Tokyo et Yaoundé ont porté plusieurs fruits ces dernières années. Ceci n'est qu'un échantillon. Un stage international de Nambudo en 2014, une bourse octroyée à 3 footballeuses camerounais à l'université de Tokyo en 2017, la participation du ministre des Sports au Forum mondial sur le sport et la culture en 2016, la présence d'une délégation japonaise à la CAN féminine 2016 et un don japonais pour la réhabilitation de la pelouse du stade omnisport de Yaoundé 2006. Au terme de l'audience, Kunio Ukamura affirme que le Japon est disposé à accueillir les équipes du Cameroun dans les villes de Ita et Oita à la faveur des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Avant de clore ce journal, des correspondances du président de la République et d'abord ces télégrammes officiels du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Rodrigo Duterte, président des Philippines à Manille. Monsieur le Président, j'ai pris connaissance avec émoi du lourd bilan humain et des importants dégâts matériels causés par le typhon Mangkhut dans le nord des Philippines. Je vous adresse en cette dramatique circonstance, ainsi qu'aux familles des victimes et à la nation philippienne endeuillée, mes sincères condoléances. J'y associe mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et mon sentiment de réconfort aux sinistrés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Paul Biya. Le chef de l'État qui écrit à son Excellence Marie-Louise Colero-Preca, présidente de la République de Malte, à La Valette. Madame la Présidente, j'ai le réel plaisir de vous adresser à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 21 septembre mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes souhaits de bien-être pour le peuple maltais. Veuillez agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération, signé Paul Biya. Le président de la République du Cameroun, à Yaoundé, écrit à son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, commandant en chef des forces armées à Abuja. Monsieur le Président et chers frères, j'ai pris connaissance avec une grande émotion du très lourd bilan des victimes et des énormes dégâts matériels causés par les pluies torrentielles qui ont dévasté plusieurs États de votre pays. Je tiens à vous adresser
En cette dramatique circonstance, ainsi qu'aux familles meurtries et à la nation nigérienne endeuillée, mes sincères condoléances. J'y associe mes souhaits de réconfort aux sinistrés et la compassion fraternelle du peuple camerounais. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Dans les rendez-vous de la CIAR TV, ce soir sur votre petit écran, face à la presse, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, répond aux questions des journalistes relatives à l'assurance volontaire, à la couverture santé universelle et au dialogue social. Ne manquez pas ce rendez-vous de la communication gouvernementale. Ce sera autour de 23 h après une édition spéciale de Scène de presse. C'est la fin de ce journal exceptionnellement long en raison de la densité de l'actualité. À partir de demain, vous retrouverez dès 19 h le journal bilingue et à 20 h le journal des élections. Bonne suite des programmes sur la CIAR TV. Bonsoir.